Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec notre ami Félix Goulet du Québec Ice Team. Salut Félix. Salut Guy. Alors, la semaine passée, on parlait cuillère à dandiner qu'on peut utiliser l'été. Mais une autre chose à voir qu'on ne pense pas habituellement, c'est notre bathymétrie. Là. On est là en été, on a la chance de voir nos structures plus aisément en bateau. Exactement. On en profite. Oui, il existe des applications. Exemple, l'application Navionics qu'on a sur notre téléphone. Oui, il existe des cartes bathymétriques, que ce soit qu'on pense à TrackMap qu'on peut mettre dans les GPS Garmin, qu'on pense à Navionics qu'on met dans les sonars Humminbird, sonars GPS. Sauf que ces cartes-là sont plus ou moins précises. Je peux témoigner à plusieurs reprises, vouloir pêcher une structure, me fier à ma carte bathymétrique et être obligé de percer 50, 60, 70 trous pour vraiment arriver à l'endroit où ce que je voulais pêcher. Donc, on veut faire notre passe du matin, tôt avant la noirceur, puis finalement on s'organise, on arrive à 9h l'avant-midi, puis on n'est pas encore setupé. C'est ça. Donc, les compagnies sont arrivées avec des logiciels, avec des machines sonores GPS qui vont bâtir la bathymétrie au fur et à mesure qu'on avance sur l'eau. Moi, je travaille beaucoup avec Humminbird. Toute la série Helix de Humminbird, du Helix 5 aller au gros Helix 12, ont le logiciel qu'on appelle AutoChart Live. Ce logiciel-là, dans le fond, c'est directement dans la machine, va nous permettre, une fois qu'on a activé la fonction sur notre appareil, on va évoluer sur notre plan d'eau et la bathymétrie va se construire au fur et à mesure qu'on avance sur l'eau. De là, l'appellation live, directement sur place. C'est génial. Et là, on va avoir une bathymétrie très, très, très précise. Donc, comme je le disais, on active cette fonction-là. Là, les gens, souvent, ils me disent, ouais, mais je sais pas, moi, je pêche, je sais pas, moi, le lac Hébert. Le lac Hébert, c'est pas un très, très grand lac, mais on s'entend qu'il faut faire une coupe d'heures de navigation pour vraiment avoir la bathymétrie de tout le lac.
Sauf qu'on n'a pas besoin de la bathymétrie de tout le lac. C'est ça. La fosse à 70 pieds, on pêchera probablement jamais là. C'est ça. Si on pêche là, souvent ça va être en suspension. Mais si on vise, exemple, le doré, ben on va souvent pêcher des structures de, je sais pas, moins 12-15 pieds à une trentaine de pieds de profond. Donc, je commence à pêcher ma structure au marcheur de fond, à dandinette, peu importe la structure. Je mets ma fonction de AutoChart à actif, en fonction, et je travaille toute ma structure. En travaillant ma structure, en faisant des grands virages, en partant du plus profond à l'eau au moins profond, en quadrillant ma structure d'un bout à l'autre, ben ma machine enregistre des données, elle enregistre des données, elle enregistre des données. À la fin de la journée, notre structure, il n'y a aucune carte déjà préloadée, préfabriquée, qui va être aussi précise que ce que j'ai fait moi-même la journée. Effectivement, c'est dur à battre. C'est très... C'est vraiment là. Ouais, très, très dur à battre. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a moyen d'enregistrer les données sur une carte SD. Cette carte-là s'appelle la Zero Line. La carte Zero Line, elle, tous les contours de lac sont là. Les contours de lac avec les îles, les pointes et tout ça. On prend les données qui sont contenues dans la mémoire de notre sonore GPS et on les envoie sur cette carte-là. La carte est géoréférencée. Ce que ça veut dire géoréférencé, c'est que le lac est vraiment à sa place sur la carte. Lui, il est là. Il est là. On va mettre nos courbes, nos données de bathymétrie sur cette carte-là et on va avoir un outil très, 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 très précis. Là, les gens me disent, ouais, mais là, attends un petit peu, là. Moi, mon sonore, il est dans le bateau, c'est compliqué de... Ce qui est le fun, c'est qu'on a juste besoin de prendre notre tête de sonore l'hiver. On n'a même pas besoin de brancher la sonde dessus. On fait juste partir avec notre tête. C'est sûr que là, ça nous prend une source d'alimentation en courant. On part avec notre tête, on met notre carte Zero Line dedans, on allume l'appareil sur la glace ou sur la motoneige, la VTT, quoi que ce soit, puis on allume. Là, l'appareil va dire qu'il n'y a pas de sonde de connecter. On dit, c'est pas grave, on fait juste se servir de notre GPS. À un moment donné, lorsque l'appareil va capter ses satellites, on va voir apparaître notre plan d'eau, l'endroit où je constitue sur le plan d'eau. Wow. Si je décide d'aller pêcher une structure au fond dans le milieu de nulle part, puis que je décide que je veux pêcher de 8 à 22 pieds, ben je vais être capable, avec mon appareil, je vais marcher ou avec ma motoneige, je vais placer vraiment les trous où je veux les placer. Puis je vais, lorsque je vais percer mon trou puis que je vais descendre mon sonore flasher, mon sonore à cadran lumineux, puis que je veux pêcher dans 18 pieds d'eau, mais que je perce à 18 pieds, il va avoir 18 pieds d'eau. On va être très, très, très précis. Donc, avec ces outils-là, on va être capable d'être précis dans notre présentation. On va être capable de pêcher exactement à l'endroit où on veut. La seule chose qu'il faut faire, ben, faire un petit peu le travail durant la belle saison en bateau. Hein, on s'entend que ça va bien en bateau l'été. Un petit peu plus chaud, on est bien. Donc, on prépare notre saison pour faire la bathymétrie de toutes les structures. Puis encore une fois, on n'est pas obligé de quadriller tout le lac. Non, on quadrille les structures. Si jamais vous pêchez des secteurs l'hiver plus précisément que les poissons ne sont pas là l'été, ça se peut. On prend une coupe d'heure dans notre journée. Comme tu dis, Guy, il fait beau, on profite du soleil, on navigue tranquillement pas vite, puis on va faire la bathymétrie de ces secteurs-là. Comme ça, à l'hiver, ben, on va être capable d'être précis. Même si on ne pogne pas de poissons là à l'été, mais à l'hiver, on va voir. Nous servir. À l'hiver, exactement. Fait que c'est, tu sais, que ce soit pour la chasse, pour la pêche en eau libre, la pêche blanche, que ce soit pour n'importe quelle activité, on s'entend, la préparation est souvent le gage de succès. Oui, absolument. Ouais. Absolument, on le sait, à la chasse, les chasseurs le savent aussi. Hein. Si tu arrives là et tu n'es pas préparé, ben. Exactement. Pas grande chance. Exactement. Fait qu'à la pêche, là, hein, c'est sûr. C'est la même chose. C'est la même chose. Fait que là, je vous ai parlé de Humminbird, le système d'Humminbird. La compagnie Lawrence fait la même chose.
semblable, Vexilar. Moi, personnellement, Vexilar aussi. J'ai vraiment travaillé avec la compagnie Humminbird, le AutoChart, et je peux témoigner que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon outil. Humminbird sont réputés pour avoir des machines très fiables, de très haute qualité et surtout faciles à utiliser. C'est ça qui est la clé, hein? Je pense souvent, que ça décourage beaucoup de gens. Exactement. Là, des fois, on explique le procédé à des gens, puis ils te regardent avec des gros je suis pas sûr que je veux m'embarquer là-dedans ou que je vais comprendre ou je vais-tu travailler pour rien. Avec Humminbird, c'est vraiment, vraiment simple. C'est ça. Puis c'est ça qui rend la chose encore plus plaisante. C'est que tu n'as pas l'impression de travailler un pour rien puis dire, écoute, ça va-tu fonctionner, cette affaire-là? Exactement. Parce que si on le sait, si ça ne fonctionne pas, on est comme... on est comme un peu déçus. Oui, parce qu'on investit du temps qui finalement donne rien, qui donne pas de résultat au bout de la ligne. Tu regardes ça, tu dis, j'ai fait ça pour absolument rien. Ouais. Donc là, c'est plus plate. Mais quand c'est intuitif, ça va mieux. Mais on peut toujours aussi avoir de très bonnes informations parce qu'on peut te contacter. Oui. On peut le faire et te demander comment ça fonctionne. Des fois, parce qu'on dit toujours, il n'y a pas de questions niaiseuses. Parce qu'il y a bien des gens qui vont être gênés de dire « Ouais, mais là, si j'ai demandé ça, ils vont me prendre plein de pics. » C'est exactement ça. Mais c'est pas ça. C'est que si vous ne le comprenez pas, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est sûr. Et puis là, ça va donner une réponse pour tout le monde aussi. Fait que ça va aider beaucoup de gens par ce roi-là. Donc, pour en venir à ça, nous autres, déjà là, encore une fois, ça passe trop vite. Mais si on veut te rejoindre, parce qu'on sait, OK, il y a le service de guide aussi, hein? Écoute, tu as des bonnes journées de pêche qui restent et tout. Si on veut te contacter, on le fait de quelle façon? Consultez ma page, pas ma page, mais mon site internet. J'ai un site internet qui est www.guidedepêchefelixgoulet.com. Toutes mes infos sont là. Les différents forfaits que j'offre, les tarifs, ce que vous devez apporter, ce que moi je fournis, comment qu'une journée de pêche fonctionne, numéro de cellulaire, adresse courriel, page Facebook, tout est là, donc les gens vont avoir de la facilité à me rejoindre. Super. Donc, écoute, Félix, tu passes une bonne semaine. Merci encore une fois pour ta prestation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique avec M. Félix Goulet de Québec Ice Team. Parfait, Guy. Félix. Merci. Le vlog Simplement plein air vous est présenté par... Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Techno Solaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000.
Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Bonjour chers auditeurs, mon nom est Nancy Promartin pour la chronique Simplement Bouffe. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec le beau soleil qu'on a eu. Cette semaine, je vous parle d'ours parce que ça se termine bientôt la chasse. Il reste encore 2 semaines. Alors, ma recette, c'est surlonge d'ours farci à la sauce au vin rouge. Pour ce faire, vous devez prendre le haut de surlonge qui se trouve dans le haut de la cuisse, duquel vous retirez le biceps ou demandez à votre boucher de le faire lors du débitage. C'est une partie qui est très tendre, vous allez voir. Donc, la préparation est 20 minutes, cuisson 1h30 et ça donne 4 portions. Maintenant, préparez vos papiers et crayons, je vous donne les ingrédients. Vous avez besoin de un haut de surlonge d'ours coupé en 2, mais pas jusqu'au bout, un gros oignon coupé en petits cubes, un gros poivron vert coupé en dés, un gros poivron rouge coupé en dés, une gousse d'ail hachée finement, 6 champignons tranchés minces, 2 bouquets de persil frais hachés, une tasse de vin rouge, sel et poivre au goût. Maintenant, pour la préparation de la sauce, vous avez besoin de 2 cuillères à table de beurre, une demi-tasse de vin rouge, un quart de tasse de farine tout usage et un petit peu plus si besoin, et une tasse d'eau. Maintenant, pour la préparation, préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans une poêle à frire à feu moyen à vif, faire revenir l'oignon, les poivrons rouges et verts, la gousse d'ail et les champignons. Laissez rôtir au moins 10 minutes. Ajoutez un bouquet de persil et réservez l'autre pour plus tard. Mélangez légèrement salé et poivré. Pendant ce temps, coupez le haut de surlonge en 2 en gardant une extrémité de 1/2 pouce ensemble afin de garder la viande en place lors de la cuisson. Déposez la farce à l'intérieur de la coupe et étalez uniformément. Ficelez la viande si désirée et la déposez dans une rôtissoire et ensuite arrosez avec une demi-tasse de vin rouge. Mettre au four pendant 1h30 sans découvert. À 15 minutes de la fin de la cuisson, commencez la préparation de la sauce. Dans la même casserole que vous avez utilisée pour faire rôtir les ingrédients, faire revenir le beurre à feu moyen. Versez le restant du vin rouge et laissez mijoter 3 à 5 minutes. Versez une demi-tasse d'eau dans la farine et avec une fourchette brassez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Versez dans la poêle sur le vin qui mijote et avec un fouet en brassant constamment, mélangez jusqu'à ce que ça devienne onctueux. Si le mélange est trop épais, y versez un peu d'eau jusqu'à consistance voulue. À la fin de la cuisson du haut de surlonge, retirez du four et laissez refroidir 5 minutes. Coupez en 4 parties égales déposées dans les assiettes. Versez la sauce et y ajoutez le reste du persil frais par-dessus. Vous pouvez servir ce plat avec des pommes de terre pilées, de la salade ou tout autre accompagnement que vous désirez. Bon appétit! Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions concernant cette recette, veuillez me contacter par courriel à bouffe@simplementpleinair-simpleoutdoors.ca ou en allant sur la page Facebook de Simplement Plein Air en cliquant sur Messages et en indiquant la recette que vous avez écoutée, ainsi que vos commentaires et suggestions, et il me fera plaisir d'y répondre et de prendre vos commentaires en considération. Vous désirez participer à l'émission? Pas de problème. Il suffit de me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel que je vous ai mentionnée ou sur notre page Facebook et par la suite, nous allons partager ensemble votre recette en ondes et elle se retrouvera dans le livre de recettes volume 2 de Simplement Bouffe. Vous n'avez pas encore votre premier exemplaire?
Il suffit d'en faire la demande soit par courriel ou sur Facebook comme je vous ai mentionné, en indiquant que vous désirez un livre de recettes, combien, et nous rentrerons en contact avec vous pour la suite et la livraison. Voilà, alors je vous souhaite bon amusement avec cette recette et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine! Le vlog Simplement plein air vous est présenté par Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Techno Solaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Voici de retour en studio, cette fois avec monsieur François Blouin du Lac-Ontario. Salut François. Salut Guy, ça va bien? Ça va très très bien. Écoute, la semaine dernière, on a mis l'appétit. On a mis la table pour ce qui s'en vient. Là. On va parler de Stromline. Moi, tu m'as perdu quand tu m'as expliqué ça, mais tu m'as donné la piqûre, puis là, la prochaine fois, je suis sur un grand plan d'eau, malgré que j'irai pas, là, avec mon canot. Pas de lac Ontario pour moi. Mais ça m'a fait penser, les fois qu'on a pêché, si tu veux, au golfe du Mexique, là, je vois, là, c'est quoi. Mais explique-nous donc ça. Écoute, une Stromline, c'est à surface visuellement, quand on regarde ça, ça a l'air d'une ligne de débris, pareil comme s'il y avait un paquet de débris, puis de pollen, puis de petites particules en suspension dans l'eau ou en surface qui s'étaient ramassées ensemble, puis qui forment une espèce de ligne. Puis, écoute, des fois, ça peut faire des longueurs assez impressionnantes, là. Entre autres, il y a 2 ans, j'ai pêché le long d'une Stromline de 5h30 le matin à 11h le matin. J'ai pas viré en rond, là. Je m'en allais plein est le long de ma ligne, je la croisais, puis je revenais au travers. Écoute, ça, puis c'était pas mon plan de match ce matin-là, mais quand je m'en allais au large, puis j'ai croisé cette ligne de débris-là, puis j'ai regardé ces deux côtés, la longueur que ça avait, j'ai lâché les gaz, j'ai reviré de bord, puis j'ai dit on met des lignes ici, on l'essaye au moins à 2 lignes pendant une demi-heure, puis écoute, là, on a mis une ligne à l'eau, puis ça a déclenché pratiquement instantanément. Fait qu'on on a rentré le saumon, on a mis le reste du setup à l'eau. On a fait une pêche assez incroyable cette fois-là. C'est sûr que de 5h30 le matin à 11h le matin, honnêtement, c'était assez exceptionnel. Parce que une Stromline, en fait,
au départ, pour que ça se produise, évidemment, pour que la ligne de débris se forme en surface, il faut pas qu'il vente trop. Fait qu'il faut qu'il vente à peu près pas. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça se forme souvent quand ça fait plusieurs jours que la température est quand même... Il n'y a pas de grand vent. La température est quand même assez fixe avec les vents, des légers vents qui viennent tout le temps de la même direction. Puis là, oups, léger vent, mais qui vient complètement en sens inverse. Ça a viré dans la nuit, dans le jour, ça vire. Fait que là, il y a tendance à se former ça. Fait qu'en fait, une strumline, qu'est-ce que c'est? J'ai posé, plusieurs années, 2-3 ans de temps, je parlais de ça avec les autres guides. Ils savaient c'était quoi, mais ils savaient pas trop le phénomène, qu'est-ce qu'il en était. J'ai fouillé sur Internet, refouillé, pour finir par trouver des brides d'informations à gauche puis à droite pour coller tout ça, puis amorcer certaines réflexions face à ça. Puis évidemment, ma formation professionnelle en efficacité énergétique m'a aidé là-dedans dans mes réflexions. Fait que avec les brides que j'ai pu ramasser, puis la réflexion que j'ai pu en faire, en fait, ce que j'ai observé, puis on le voit vraiment en surface, c'est que c'est deux courants qui se rencontrent. Ça, à un moment donné, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est deux courants qui se rencontrent. » Ouais, mais deux courants qui se rencontrent dans le milieu du lac Ontario, là. Il n'y a pas 4 fleuves Saint-Laurent qui arrivent un face à l'autre dans le milieu du lac, là. Fait que, en gros, à un moment donné, ce que j'ai remarqué, c'est quand les vents changent de direction, mais c'est des vents légers. Fait que qu'est-ce qui se produit? Tout le monde le sait. La masse d'eau chaude d'un lac va toujours se retrouver, le vent va toujours l'amener d'un bord du lac vers la direction où le vent souffle. Fait qu'exemple donné, si le vent souffle du sud, la masse d'eau chaude va s'en venir vers le côté nord du lac. Puis la masse d'eau froide va descendre, puis elle va se retrouver plus de l'autre côté. Fait que, du côté sud. Fait que, mais à un moment donné, dans tout ça, dans ce brassement d'eau-là, il y a une coupure qui se fait, il y a un croisement où est-ce que ta masse d'eau chaude puis ta masse d'eau froide se croisent. Puis c'est sûr que quand ça se fait rapidement avec des grands vents, il n'y a pas de strumline qui peut se produire. L'eau va se mélanger trop vite, elle va s'inverser, les courants, les masses d'eau vont changer trop rapidement. Mais écoute, peut-être qu'il se forme quand même une espèce de mur, de ligne de cassure, mais on peut pas, on la voit pas vraiment. Tandis que quand il n'y a pas beaucoup de vent, les débris nous aident à la localiser visuellement. Puis, fait que c'est ça. En fait, c'est ça. C'est l'eau chaude, c'est l'espèce de ligne entre la masse d'eau chaude puis la masse d'eau froide. Puis moi, ce que j'ai remarqué, évidemment, en surface, je voyais vraiment comme des courants. Ça faisait des espèces de tourbillons, puis un petit peu de brassage d'eau. Puis tout ça, ça fait comme des rouleaux d'eau, puis ça ramasse la cochonnerie, le plancton, etc. Ça reste là. Des fois, ça a peut-être 20 pieds, 30 pieds, 50 pieds de large. Des moments donnés, on pense la perdre, puis on retombe d'une nappe qui a 100 pieds de large, etc. C'est bien évident que c'est pas un trait tiré au crayon, là. Fait que, puis ça, évidemment, qui dit petits débris, particules, plancton, évidemment, ça attire les poissons, le poisson fourrage qui se nourrit de ça. Fait que, puis ça, je l'ai remarqué souvent sur le sonore, on voit ce qu'on appelle les grosses tornades là, de poissons à pas sur le sonore. Fait que, qui dit rassemblement de poissons à pas, dit rassemblement de mangeurs de poissons à pas, ouais, de prédateurs. Ouais. C'est un fait, hein. Ça doit les activer parce que finalement, c'est une ligne finalement de nourriture pour eux, là. Effectivement, ça en devient une ligne de nourriture. Puis comme je vous dis, moi, à cette heure, même souvent, on voit des grosses truites arc-en-ciel, des grosses stylettes marsouinées autour de ça, de cette ligne de débris-là. Moi, à cette heure, quand j'en vois une, comme je vous disais, là, une petite masse de débris, une petite ligne de débris de 50-60 pieds de long, puis c'est tout ce qu'il y a dans le milieu du lac, je m'attarde pas à ça. Mais sinon, quand je vois une bonne ligne de débris, je prends la peine à tout le moins de l'essayer. À toutes les fois que j'ai pêché une strumline, je vous garantis que j'ai eu des prises, que ce soit de la truite, du saumon.
puis on tombe dans des bonnes conditions. Tu sais, on le sait, c'est un petit peu comme en forêt. On parle des écotones, la transition entre deux habitats est tout le temps hyper productive, peu importe l'espèce. Ben ça devient ni plus ni moins qu'une zone de transition parce qu'on a une masse d'eau froide, une masse d'eau chaude, il y a une cassure. Le saumon se tient dans l'eau froide, puis le poisson à pâte mis dans l'eau un petit peu plus chaude, puis il m'en est le saumon traverse dans l'eau chaude, il se prend 3-4 bouchées, il revient dans l'eau froide. En fait, ça devient ni plus ni moins qu'une thermocline, mais qui est plus ou moins verticale, là, tu sais, étant donné que ça se mélange, mais c'est un petit peu le même principe qu'une thermocline, mais un peu plus à la verticale. Puis là, ben écoute, on voit la cassure sur le dessus de l'eau, là. Fait que c'est ça en gros, là, une stromline. Puis si vous avez la chance de pêcher sur un plan d'eau majeur, puis vous voyez ça, attardez-vous à ça. Je vous garantis qu'il y a de l'activité autour de ça. Ça doit être assez le fun à croiser ça, justement, et à pêcher ça, on va dire, là. Tu me donnes le goût d'aller pêcher cet été avec vous autres, là, sur le lac Ontario. On va se trouver une stromline. Oui, absolument. Ça, on va espérer que lorsque tu viennes, Guy, que les conditions soient favorables pour qu'on puisse en pêcher une. C'est vraiment spécial. C'est spécial. Mais pêcher sur un grand étendue d'eau comme ça, pour avoir eu de l'expérience sur le golfe du Mexique, là, je te dirais que c'est tellement différent d'un lac ou d'une rivière, là. C'est pas croyable. Ceux qui n'ont pas expérimenté ça, là, moi je vous le dis, il faut au moins que vous ayez ça sur votre bucket list pour au moins une fois dans votre vie, là, d'aller faire un voyage comme ça, parce que c'est vraiment tellement trippant, là. C'est tellement différent. C'est super le fun. Écoute, François, naturellement, le temps file. Les chroniques sont tellement intéressantes, hein, que je n'ai même pas à intervenir. Je n'interviens pas parce que j'ai peur de manquer de l'information. C'est un peu ça, là. Mais si on veut te contacter, naturellement, il doit te rester des dates pour la pêche ou ne serait-ce que pour parler pêche, pour avoir de l'information. Écoute, vu que tu es un guide, un professionnel dans le domaine, on peut te rejoindre de quelle façon, François? Ben, vous pouvez me rejoindre via mon téléphone, le 819-578-3700. Il y a mon site web que vous pouvez consulter puis me contacter, le pêche-lac-ontario.ca. Il y a mon adresse de courriel, le fbguide@icloud.com, ma page Facebook personnelle ou de guide. Puis évidemment, ben, via le site web et la page de Simplement Plein Air. Oui, absolument. Écoute, François, tu passes une excellente semaine et nous, ben, naturellement, on reprend ça la semaine prochaine avec une autre excellente chronique. Vous passez une excellente semaine. Tu passes une excellente semaine, François. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Le vlog Simplement Plein Air vous est présenté par Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300.
le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Alors, bonjour. Ce matin, on va tester des pointes de chasse. C'est le temps de la chasse. Chasse à l'ours arrive à grands pas. Donc, je vais faire quelques petits tests ce matin. Je vais tester deux sortes de flèches. Premièrement, j'ai une flèche Easton Powerflight qui pèse 8,4 grains au pouce. Et j'ai de la Héritage Carbone Express qui pèse 10,1 grains au pouce. Et je vais tester, je vais commencer avec les Héritages évidemment. Là. Et je vais tester 4 sortes de pointes. J'en ai 7 à tester. Mais je vais commencer par ces 4-là. J'ai une pointe, c'est une nouvelle pointe. On appelle ça la Wasp. Elle pèse 110 grains. Donc, c'est ce qui correspond exactement avec quoi je tire actuellement. Après ça, j'ai cette pointe-là qui est une 3 lames qui pèse 110 grains plus l'insert. Ça représente peut-être 125 grains. Donc, un petit peu plus pesant. Par contre, même si j'ai un petit peu plus pesant, je ne change pas mon front of center de la flèche qui est très très important. Je ne dépasse pas 15%. Et après ça, je vais tirer cette bear-là, qu'on ne retrouve plus sur le marché, mais que j'ai, qui est un petit peu mon petit coup de cœur dans les pointes de chasse. Elle pèse 110 grains exactement. C'est une pointe extrêmement rigide qu'on peut réaffûter. Elle a plein de belles qualités, belle pénétration, bonne volée, etc. Et après ça, je vais tester de la Thunderhead 125 grains. Fait qu'encore là, je dépasse pas mon 15% de front of center. Bon. Fait qu'on va tester, je vais tester ces 4 flèches-là, les vols de ces 4 flèches-là. Et après ça, je vais les transférer sur les Easton, puis on va voir ce que ça va donner. Petit commentaire avant de commencer, très important quand vous allez faire vos tests comme ça de pointe de chasse, surtout si vous avez un arc démontable, assurez-vous de remonter votre arc dans les mêmes données quand vous avez fait votre tuning d'arc, qui soit exactement pareil. C'est-à-dire la bande d'arc, le tailor soit exactement pareil, la hauteur du point d'encoche pour être sûr de comparer des bonnes choses, de ne pas faire des tests si votre brace est à 1,5 pouce plus court puis votre tailor est désajusté de 1/8 de pouce, ça ne vous donnera pas des bonnes lectures. Fait que sur ça, ben, on va voir ce que ça donne. Bon, alors la première que je vais tester, c'est avec une flèche Héritage, c'est ma fameuse Wasp. Wasp est une compagnie qui existe depuis près de 30 ans. Dans les premières années qu'on tirait, qu'on faisait de la chasse à l'arc, c'était pratiquement une des seules pointes qui existait sur le marché avec Bear. On appelait ça la Camlock. Ils ont arrêté de fabriquer des pointes de flèche pendant 3-4 ans. Ils ont recommencé cette année dans un salon. Je les ai vus et ils ont fait une pointe expressément pour les archers traditionnels. Très belle lame. 2 tranchants, 1 pouce de diamètre, peut-être un petit peu courte à mon goût à moi, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et il y a deux petites lames auxiliaires qu'on appelle des bleeders, qui vont couper des vaisseaux sanguins supplémentaires. Donc c'est une très belle pointe de chasse, puis on va voir ce que ça donne. Bon, vous avez vu, là, la volée a été parfaite. Cette pointe-là, vraiment fit avec les ajustements que j'ai sur mon arc. Alors, je vais aller la chercher, puis je vous reviens avec une autre pointe. Bon, ma deuxième pointe que je vais tirer, évidemment, c'est ma pointe coup de cœur, ma Bear Razorhead. 2 lames, un petit peu plus longues, même largeur que la Wasp. Juste un petit peu plus longue, ce qui fait un ratio de 2,5 à peu près, c'est-à-dire 2 fois la longueur par
une fois la largeur, ce qui donne un angle moins accentué, ce qui donne probablement une meilleure pénétration aussi. Mais on va voir comment ça va voler avec mon nouveau setup. Fait qu'on vous montre ça. Bon, alors vous avez vu que cette pointe-là aussi, c'est pas pour rien que c'est mon coup de cœur, là, ça vole très très bien avec l'arc que j'ai actuellement, la pression et la longe que j'ai, aussi les flèches que je vais utiliser pour la chasse cette année. Ça vole numéro 1, c'est parti comme un dard, le même titre que la Wasp, donc à date tout va bien, je continue mes essais. On vous revient avec d'autres pointes de chasse. Bon, mon troisième tir va s'effectuer avec une Thunderhead 125 grains. Il se fait aussi de la Thunderhead 110 grains, mais j'en ai pas, j'en possède pas. Donc, je vais essayer cette pointe-là, voir comment ça réagit avec mon arc. Bon, donc vous avez vu, Thunderhead vole très très bien elle aussi. C'est une pointe que j'hésiterais pas à utiliser non plus là, pour la chasse. Quoi qu'elle a son petit type en avant là, qui m'agace un peu, mais moi je pense qu'avec une flèche qui a du poids, là, ça fait la job amplement. Fait qu'on se revient pour. Je vous reviens avec une autre pointe. On va aller tester la Snuffer maintenant. Bon, là, l'autre pointe que je vais vous tester, ça c'est une pointe que j'aime bien aussi. Elle est un petit peu pesante par contre. Elle doit peser 135 grains, grosso modo. C'est une 3 lames. Elle s'aiguise très très bien. Elle a un ratio de 3 pour 1, c'est-à-dire 3 fois la largeur. La longueur correspond à 3 fois la largeur, ce qui est très très bon. Fait qu'on va tester ça, on va regarder ce que ça donne. Bon, fait que comme vous avez vu, écoutez, ça a volé encore là comme un dard. Ça veut dire qu'à date, toutes les pointes que j'ai essayées vont très très bien. Peu importe laquelle je vais prendre, je vais avoir confiance au moment que je vais effectuer mon tir. Donc, je devrais être précis. Maintenant, il s'agit de voir laquelle je vais utiliser cette année, laquelle qui va être l'heureux élu. J'en ai une dernière que je vais essayer. Je vais aller chercher ma flèche, puis je reviens, je vous montre ça. Bon, celle que je vais essayer maintenant, que je veux voir comment ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle la Montec G5. C'est pas une grosse pointe. Elle a, je pense, 7/8 de pouce de diamètre, ce qui est le minimum. Non, elle a 1 pouce de diamètre. Le minimum légal est 7/8 de pouce. Alors, ce que j'aime par contre, c'est qu'elle a une pointe qui est aiguisée, ce qui fait que ça lui donne une pénétration. Elle coupe dès le départ, ce qui fait en sorte qu'elle a besoin de moins de pénétration qu'un exemple, la Thunderhead qui a un petit bout avant les lames. Elle coupe du départ. Elle pèse 110 grains, ce qui correspond avec ce que je tire là, quand je fais de la pratique comme telle. Là. Donc, on teste ça puis on regarde ce que ça donne. Bon, effectivement, la flèche a très très bien volé. C'est quand elle a tapé le ballot là, sur le premier tir qu'elle a eu dû au matériel probablement qu'elle a eu une oscillation. Là. Mais on voit là qu'elle a très très bien rentré. Et encore là, c'est une pointe qui répond très très bien. Ce que j'aime moins de cette pointe-là, c'est sa longueur. Elle est très très courte par rapport à la largeur. Ça m'agace un peu, mais bon, ça pourrait être une bonne pointe. C'est une pointe que vous retrouvez sur le marché à peu près n'importe où, dans n'importe quel bon magasin de chasse et pêche. Donc, alors pourquoi pas. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais aller changer mes pointes, mettre sur mes autres flèches qui sont plus légères. On a vu que j'ai fait des tirs avec des flèches plus lourdes. Maintenant, on va prendre des flèches plus légères pour voir comment ça va réagir. Alors, je vous revois, ça sera pas long. Bon, là, cette semaine, je vous ai montré comment réagissaient des pointes de chasse avec la Carbone Excel Héritage, qui pèse 10,1 grains au pouce. On a vu que ça réagissait très bien.
La semaine prochaine, on continue les tests avec de la Easton Powerfly de 8.4 grains au pouce, qui est une flèche plus légère. Et on va voir comment est-ce que les pointes de chasse vont se comporter. Et on va avoir la conclusion, si vous voulez, de ces tests-là. Puis je vais vous parler aussi des pointes rétractables là, à la fin de la chronique. Alors sur ça, ben, on se laisse, puis je vous vois la semaine prochaine là, pour la suite de cette chronique. Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Et nous sommes de retour cette fois avec Mme Martine Chavigny de Amos. Oui, hein, Amos. Allô, Martine. Allô? Hey, c'est le temps de l'ours encore. On en parle cette semaine encore une fois. Écoute, sur ton Facebook, on a vu des choses assez intéressantes. Hein? Oui, on a eu une petite visite hier. Il était pas mal proche, mais ça, nous autres, ça arrive pratiquement à tous les soirs quand on voit de l'ours, parce qu'ils sont bien curieux, fait qu'ils viennent nous sentir là-dedans, c'est sûr. Là. Mais là, hier, on a dit on va le filmer, puis on va le montrer un peu comme en direct de ce qu'on voit le soir. Là. Ben oui, c'est assez spécial. Hein? Puis il avait l'air, il retournait, mais il s'est pas éloigné, il est resté là quand même. Oui, il a mangé un bout, puis il a viré le drum à l'envers, puis il s'est amusé lui, là, parce que ça bouge pas tant que ça. Fait que mes chics sont là parce qu'ils viennent de nuit, fait que j'ai dit je vais lui faire passer une couple de jours moins de bouffe pour essayer d'y retimer 2 jours. C'est ça. Fait que là, il essaie de virer le drum à l'envers pour aller chercher la bouffe qui restait dans le fond parce qu'il en restait pas beaucoup, là. Oui, puis là, ça a porté fruit parce que lui, il est apparu de jour, hein? Oui, puis on a un autre qui est venu hier aussi, mais on pensait que c'était le même. Finalement, il est un peu plus gros. Ah, OK. Il ressemblait beaucoup, mais lui, il est venu nous sentir aussi, mais il est reparti aussi vite, là. Il nous a senti, il a eu peur un peu. Ah, OK. Et d'après moi, il va revenir comme le gros 317 que j'avais tiré, là, c'est ça que ça avait fait aussi. Il est venu me sentir, puis il est revenu 2 jours plus tard. Fait que... Ouais, c'est ça, il s'habitue, hein? Ouais. Ils s'habituent, puis ils reviennent, puis c'est ça. Puis là, on tombe dans un bon temps, parce que c'est le temps du rut aussi, là. Oui, là,
ça paraît, là. Bon, en tout cas, nous autres, là, ça grouille plus, là. On avait comme un creux, là, mais la pleine lune, puis tout ça, là, mais là, ça va bouger plus, là. Oui, effectivement, ça va se mettre à bouger, puis ça va se mettre à être un peu plus intéressant, et les gros aussi vont se mettre à bouger plus, là. Ouais, ben plus de jours, là, il était beaucoup de nuit, fait que là, ça devrait virer de bord un peu, là. Oui, ça va faire du bien. Puis moi, ben naturellement, j'ai le mien d'attacher après un arbre chez Serge. Là, on s'en va à la pourvoirie du lac Souzy dimanche pour être de retour mercredi. C'est juste un petit voyage, mais quand même, c'est un voyage on va en tout cas l'espérer porter fruit. Hein. Ouais. Ça va être le fun. Et puis, tu me disais aussi que, bon, il y a eu un ours qui a été tiré hier, mais malheureusement, on l'a pas retrouvé immédiatement. Et puis, il y a des gens qui sont partis. On n'a pas été le chercher parce que la chute était en arrière un peu. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas piétiné là, on n'a pas pris de chance. Quand on n'est pas sûr de la chute, c'est ce qu'on fait, on attend au lendemain. Oui, t'attends au lendemain. Si c'est une chute de foie ou d'intestin ou peu importe, là. Ouais. Des fois, c'est comme 4 à 6 heures, fait que on voulait être sûr que qu'il soit mort, fait qu'il allait faire les recherches ce matin, puis s'il ne trouvait pas comme ça, ben on va communiquer avec les chiens de sang. Oui, ça c'est une pratique qu'on encourage de plus en plus. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le temps qui malheureusement, tiraient sur un ours, le blessaient. Il retournait le lendemain, il ne trouvait pas. Bon, mais c'est beau, on se rassoit et puis on en tire un autre. C'est pas nécessairement la bonne pratique à faire, naturellement. Et puis non, c'est ça. Nous autres, on essaie de sensibiliser le monde beaucoup avec ça. Moi, je l'ai dit, tu sais, ils sont là, les gens, avec leur chien pour ça, là, c'est un service. Puis c'est pas si cher que ça, là. Fait que au lieu c'est sûr que la bête est gaspillée quand même, parce qu'un ours une nuit dehors, c'est. En tout cas, moi, je mangerais pas la viande. Là. Ouais, non, de ce temps-ci, c'est. Mais c'est au moins de retrouver ce que tu as tiré. Là. Comme lui, cet ours-là, c'est sûr que c'est mortel. Là. Fait que faut le trouver. Là. C'est pas. Il ne retournera pas en tirer un autre. Là. C'est une shot mortelle. Là. Des fois, on sait, on a pogné le coin de l'épaule, le bord d'une patte ou le dessus du dos. On sait que l'ours, il ne mourra pas. Là. Mais là, c'est sûr qu'il est mort, ce tour-là. Oui, c'est ça. Puis aussi, il y a le fait, comme tu disais, mais là, cette nuit, il a fait comme 4 Celsius en Abitibi. Moi, c'était gelé chez nous un matin. Ah oui? Oui. T'étais un petit peu plus haut, toi, à Amos. Non. Ouais. Mais on t'agace un peu, là, mais c'est ça, c'était froid. Donc, l'ours, s'il est mort sur les petites heures du matin, il y a de fortes chances qu'ils soient encore bons, là. Tout dépendant de la chute aussi, là. Oui, c'est ça. Si t'en penses ou quelque chose comme ça, là. Ouais. C'est un peu dégueulasse comme. Ouais, non. Là, puis les intestins, puis tout, là, c'est pas. C'est ça. C'est malheureux dans ce temps-là, mais c'est ça. Mais, ça apporte une question. À ce moment-là, là, s'il a ballonné un peu, là, il n'y aura pas ballonné, mais à ce moment-là, la peau, est-tu encore bonne? À cette température-là, il y a des bonnes chances, oui. Moi, ça fait 2 jours que je vais chercher le lendemain. Puis la peau était super belle. Ah, OK. Ça dépend où ils sont. Tu sais, souvent, ils vont se ramasser d'un trou. Fait qu'ils restent quand même à l'ombre. Puis nous autres, on va chercher quand même assez tôt le matin. Ouais, c'est ça. À cette température-là, d'après moi, il devrait être bon encore. Ouais, c'est ça. Si on le trouve avant qu'il fasse 26 aujourd'hui, hein, c'est fou. Il fait que ça a gelé un matin puis c'était nuit. Avant aussi, ça dépend s'il a fait de la fièvre ou s'il était malade ou si ça dépend de bien des affaires, mais à date, ceux qu'on a retrouvés le lendemain, j'en ai un là, sur 3, mettons, j'en ai un qui avait chauffé sur le dos là. Ah, okay. Fait que on a été capable de retravailler avec le poil de notre ours. Là. Ah bon. Ouais. Mais en général, là, c'est encore bon. Ah, ben c'est bon. Mais faut pas niaiser, par exemple. Quand il est trouvé, là, on va le plomber tout de suite, puis ça s'en va au congélateur. Là. On va l'enregistrer, puis ça s'en va au congélateur. C'est ça. Puis surtout les gens, toi, tu conseillerais quoi si les gens ont à voyager une distance? L'idéal, ça serait quoi? Ça serait de le mettre en quartier tout de suite, hein?
C'est ça, faut l'ouvrir, puis l'idéal, mettre de la glace dedans. Nous autres, ce qu'on fait, on se fait geler des bouteilles de Pepsi, mettons. Là, on met de l'eau dedans, on fait geler ça. Puis on en met à grandeur de l'ours dedans. Fait que ça garde tout froid en dedans. Fait que, comme ça aide aussi pour la peau. Il faut pas niaiser. Non, c'est ça. Ou on va en pourvoirie et puis, tout le tour est joué. Ça se fait, c'est... on vient avec les glacières, admettons. Oui, c'est ça. Mais c'est pas la majorité du monde qui va en pourvoirie. Non, moi, c'est sûr que c'est moins de problème. Je le fais cette année là pour me gâter là avec Serge, mais habituellement moi non plus je le fais pas. J'aime les terres publiques. J'aime beaucoup chasser les terres publiques et finalement chasser hors pourvoirie aussi. Le défi est là aussi. Hein. Donc même mon épouse, c'est ça, Nancy, elle, je vais la faire chasser hors pourvoirie et notre ami qui fait nos commerciaux chez Simplement Plein Air, Yves, lui aussi va chasser sur une terre publique, là. Donc, une en privé, l'autre publique, et puis moi, ça va être pourvoirie. Donc, mais en fin de compte, en pourvoirie, c'est comme nous autres, là. C'est son pas en enclos, ces ours-là, non. Sauvages, parce qu'on n'a pas la job de faire l'appâtage. On n'a pas la job de tout s'occuper du reste, aussi, là. C'est ça. C'est eux autres qui s'occupent de ça, fait que... Ceux qui ça lui tente pas de se casser la tête, ils vont en pourvoirie, puis ils se payent une belle chasse. Oui, puis parce que moi, je te dirais que, écoute, cette année, là, on a appâté juste deux sites, mais qui étaient environ entre 40 et 50 kilomètres de distance entre chaque. Puis je te dirais que, c'est du sport. On n'a pas terminé non plus, là. C'est pas fini. Non, c'est de l'ouvrage, c'est ça. Oui. Nous autres, on a starté 2 nouvelles appâts cette année, puis... là, peut-être qu'on chassera pas dedans cette année, mais là, ça bouge. Fait que l'année prochaine, ça va être des bons spots, là. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Comme l'an prochain, nous autres, c'est sûr, les 2 spots qu'on a là, c'est juste les entretenir naturellement aussi, là, malgré qu'on va chasser dessus, nous autres, là, cette année, là. Mais il y a de l'ours. Ça bouge énormément, donc c'est vraiment plaisant. Et puis, écoute, Martine, déjà, on est rendu... à la fin de la chronique. Et rappelle-nous donc les numéros, parce que si tes numéros, comment on peut te rejoindre, parce que si on a un questionnement, justement, parce que là, de l'ours, il s'en tue, donc pour te l'apporter ou qu'est-ce qu'il faut faire avec, on le fait de quelle façon? Vous pouvez m'appeler sur mon cellulaire dans le 819-442-2453 ou m'écrire sur Messenger. Puis là, comme je dis toujours, j'étais à la chasse ce soir, fait que c'est sûr que plus tard, quand je vais arriver, mettons vers 10h30, vous allez avoir une réponse. Absolument. Merci beaucoup, Martine. Et nous, naturellement, on se retrouve la semaine prochaine, encore avec peut-être des histoires un peu plus cocasses sur l'ours, parce que là, finalement, moi, je vais y avoir été, Nancy va y avoir été, toi, naturellement, tu y vas, mais là, ça commence à bouger. Donc, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est à suivre. Parfait. Tu passes une bonne semaine. Merci, bonne semaine. Le vlog Simplement Plein Air vous est présenté par... Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Techno Solaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université.
pour transporter votre arme de façon sécuritaire librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, ProNature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et nous voici de retour en studio. Cette fois, on discute avec M. Luc Hervé Blouin. Naturellement, on parle pêche à la mouche. Salut Luc Hervé. Salut Guy. Hey, cette semaine, on continue encore dans la même veine. On va parler saumon, mais là, on va parler pêche à la mouche noyée et à la mouche sèche. Ouais, c'est ça. Plus ça allait, plus les chroniques s'en venaient techniques. Maintenant, on va rentrer encore plus dans le concret. Et là, c'est malade. Je pense que c'est parti pour être une bonne saison de saumon parce que les photos que je vois passer là, sur Internet, c'est fou raide. J'ai des amis, des connaissances ou même sur les groupes Facebook qui prennent des gros saumons frais. C'est le temps, c'est le fun. Bon, je pense que je vais être obligé d'y aller. Comble du malheur. Fait que je vous enligne ça avec la pêche à la mouche noyée. La pêche à la mouche noyée, c'est certainement la plus populaire auprès des saumoniers. Et ça, pour bien des raisons. La mouche noyée, ça permet de couvrir beaucoup d'eau. Ça se pêche de manière discrète. La mouche est près du champ de vision des saumons aussi. Ça passe très près des saumons. Et encore plus important que ça, ben, c'est de cette façon-là que la majorité des saumons sont capturés. C'est peut-être pour ça que c'est plus utilisé aussi. C'est une mouche qui sera généralement pêchée avec un bas de ligne de 7 à 12 pieds. Gardez en tête que plus l'eau est claire et basse, plus on a tendance à allonger le bas de ligne. La présentation habituelle d'une mouche noyée, c'est fort simple, mais c'est complexe à la fois. Parce que la moindre petite erreur, ça peut jouer énormément sur le succès de votre pêche. Pour une présentation de mouche sèche générale, le pêcheur se place au bord et lance la mouche à l'aval, à un angle de 45 degrés environ. Vous lancez toute la soie que vous avez sortie. Dans le sens que si vous avez 20 pieds de soie de sortie, lancez votre 20 pieds, vous voulez atteindre 20 pieds, le but c'est de pas avoir de soie qui traîne dans les bottes ou de lousse dans les mains. Comme ça, si jamais ça mord, vous pouvez vous servir de votre moulinet directement. Donc, essayez de pas trop avoir de lousse dans les mains. L'important, c'est que vous voulez faire ça en lançant 45, c'est que votre mouche va tomber à l'eau. Et puis là, elle va dériver vers la berge. Vous voulez que votre mouche s'éloigne du saumon. Elle passe devant et elle s'éloigne. On veut que le saumon parte après la mouche. En tout temps, laissez votre mouche finir sa dérive jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à la berge. Je vois ça souvent, j'ai vu ça dans les rivières, relancer avant que la mouche ait fini sa dérive. On s'en rend pas tout le temps compte, mais le saumon qui va partir après votre mouche, et puis là, mais des fois, ça peut être le saumon de votre vie, des fois, c'est votre seule prise de la journée, des fois, ça peut être votre seule prise de l'été. Donc, laissez votre mouche finir sa dérive. Une fois qu'elle est parallèle à la berge, et puis là, elle va stagner, elle va être au bout de votre soie, puis elle stagne là, vous strippez quelques fois. Vous l'agitez quelques reprises en l'amenant vers vous. Le but, c'est ça, justement, que si un saumon suit, vous voulez être en mesure de le reprendre, parfois en l'agitant, on va générer une attaque. Et oui, ça, c'est important. Oui, puis Luc Hervé, moi j'aimerais juste ajouter pour, peu importe, que ce soit à la truite, que ce soit à l'échigan, que ce soit, au doré et tout, ça c'est vraiment important, hein, pour la dérive, là. Quand tu arrives à la fin de ta dérive, là, de ramener une coupe de fois, là, parce que bien souvent, là, le poisson va suivre, et puis là, quand il voit là, que c'est immobile, puis tu strippes une coupe de fois, c'est là qu'il va aller chercher ta mouche. Exactement. Et même s'il a dit, il y a de l'eau claire, c'est pas grave, je le verrai. Non. La fois que tu l'as pas vu, la fois que tu regardais ton ami, la fois que tu étais distrait, c'est là. C'est là que ça s'est passé. C'est tout le temps de même. J'en ai vu d'autres, c'est tout le temps de même. Donc, faites attention, soyez consciencieux.
Si on parle maintenant de l'importance de l'amendement, j'en ai parlé à la dernière chronique que j'allais vous en parler aujourd'hui. L'amendement, ça permet de replacer sa ligne dans le courant pour ajuster la dérive de la mouche. Ça peut être pour modifier la trajectoire, mais c'est principalement pour accélérer ou ralentir une mouche. La vitesse est un élément clé. Je sais que des fois, c'est négligé, mais votre vitesse de présentation, ça fait toute la différence. Donc, je vous fais un exemple. Si on lance et l'amendement, on va lever la soie, on lève la soie et on la place soit vers l'amont, soit vers l'aval. Si on lève la soie dans les airs et on la replace un petit peu vers l'amont, cela aura pour effet de ralentir votre dérive. Si vous la levez et vous la replacez vers l'aval de la rivière, donc vers le bas, ça va accélérer la mouche. Même si le saumon, il peut sembler peu actif. Une mouche rapide, ça peut déclencher beaucoup d'attaques. Négligez pas ça. C'est un saumon c'est un poisson qui est ultra rapide. Donc, négligez pas. Dites-vous pas, c'est tranquille, je vais passer une mouche lente. Essayez différentes dérives. Et puis ça, vous pouvez jouer avec ça toute la journée. Une plus vite, une un peu moins vite, une ultra rapide. Et j'ai même des pêcheurs que je connais qui vont toujours faire passer leur mouche le plus vite qu'ils peuvent. Ils ont du succès. Il y en a qui c'est très lent. Donc, jouez avec ça. Amusez-vous. Et puis là, à partir de cette base-là, vous devriez être capable de vous en sortir un petit peu. Reste à jouer avec votre présentation, un petit bas de ligne calant pour aller chercher un petit peu plus profond et jouer avec vos hauteurs un petit peu. Ça, si je veux vous parler des mouches à la sèche, faut que je me calme un petit peu. On va sauter sur la pêche à la sèche. La pêche à la mouche sèche, c'est quelque chose qui peut s'avérer difficile. Par contre, je pense que Guy devrait être d'accord avec moi. Prendre un saumon en surface, là, c'est quelque chose. C'est vraiment, là, c'est le summum, hein. Écoute, pêcher, peu importe le poisson qu'on va prendre, là, ça peut être un achigan, ça peut être une truite, ça peut être un saumon. C'est vraiment le summum. Quand on voit là le poisson monter sur notre mouche, puis le saumon, c'est que c'est gros. Ah oui, non, le saumon, c'est le roi, là. Gros, là. Oui. Là, vous avez un bout de ligne pas tant gros, puis là, vous dites « Oh boy, c'est parti, dans quoi je m'embarque? » Et là, le bal commence. On va vous expliquer un petit peu comment que ça fonctionne. Lorsqu'on pêche en sèche, on va pêcher à l'envers. Donc, on se place à l'aval et on lance vers l'amont. Donc, on est derrière les saumons. Et puis là, il y a deux stratégies. Soit on peut lancer plus haut que le saumon et laisser la mouche dériver vers celui-ci, ou soit on peut lancer directement dans le champ de vision du saumon. Dans tous les cas, c'est des lancers précis, c'est des lancers délicats qui demandent un bon contrôle et une bonne assiduité. D'ordre général, ça va être des bas de ligne de 9 à 12 pieds, un peu le même concept que je disais tantôt. Plus l'eau est basse, plus l'eau est claire, on a tendance à allonger pour être plus discret, plus subtil. On veut pas qu'il ne voit notre soie. Et dans tous les cas aussi, le saumon va voir uniquement que la mouche. Vous voulez pas qu'il voit la soie passer devant lui. On veut aussi aller travailler avec un bas de ligne en dégradé. Donc, on va partir avec un plus gros calibre de bas de ligne. On peut faire un 30 livres avec diminuer tranquillement, pas vite, 60% de 30 livres jusqu'à un 15 pour ensuite tomber sur un TPET en 10. Par exemple, ça peut être un combo intéressant, mais vous voulez que le dernier bout, le dernier 8, 10, 12 pouces de votre bas de ligne soit petit, soit discret. Ce sont des dérives qui vont être de courte durée aujourd'hui, normalement. La mouche tombe à l'eau, on dit d'ordre général 3 pieds ou 3 secondes comptées. Donc 3 pieds, on relance, on replace. On veut pas laisser la mouche trop longtemps. On dirait que le saumon a trop le temps de réfléchir. L'élément de surprise qui va vraiment être un facteur intéressant lorsqu'on pêche à la sèche. Oubliez pas qu'une mouche sèche, ça flotte. Donc l'application d'un produit flottant à base de silicone sur la mouche, ça peut vraiment faire la différence. Sinon, changez de mouche souvent. Ou vous pouvez encore faire plus de faux lancers. Donc, lorsque la mouche va voyager dans le vent, elle va se sécher, elle flotte plus par la suite. Pour ma part, moi, je mets le produit à base de silicone la veille avec le coffre ouvert. Généralement, ça flotte assez longtemps et j'en réapplique si jamais j'en ai besoin dans ma journée. Aussi, lorsque votre mouche va dériver en sèche, vous ne voulez pas que ça produise un sillon derrière votre mouche. Donc, vous allez vous arranger pour que la dérive soit le plus naturelle possible, pour pas qu'il y ait de tension. On veut que c'est juste que ça soit naturel et puis vous gardez un contact visuel tout le temps. En tout temps. Là, c'est pas le temps. Là, vous soyez focus, gardez un contact visuel parce que quand que le saumon va monter, il faut que vous soyez prêt. Et étant donné que vous avez du lousse un peu dans votre soie pour justement pas que ça fasse de sillon, pas que ça active votre mouche,
Mais là, il faut que vous soyez prêts. Là. C'est vous qui gardez le contrôle, gardez votre soie assez tendue juste pour pas que ça fasse des sillons. Et puis là, vous êtes prêts lorsque le saumon attaque. Lorsque le saumon va attaquer, faites attention. Attendez, il va monter tranquillement. Là, vous avez tendance, surtout si vous êtes un pêcheur là, qui a pêché l'achigan ou le brochet, le bas rayé. On est habitué à faire des gros ferrages forts, brusques, sur le moment. Mais là, on veut de la patience, on veut de la finesse. Donc, allez, laissez le saumon monter, il prend la mouche, il redescend vers le fond. Quand il s'est retourné vers le fond, là, l'angle est bon. Là, vous ferrez. Moi, j'étais un spécialiste, là, mes premiers, là, je sortais de l'achigan, je partais au saumon, je ferrais tout le temps trop vite. Et puis là, la déception est présente. Faites attention avec ça. On s'habitue avec le temps. Lorsque je vous parlais de champ de vision tantôt, un saumon, si on a une vue du ciel, un saumon qui a vraiment un champ de vision environ, avec ses deux yeux 30 degrés en avant, si vous imaginez un cône de 30 degrés sur son dos, là, il voit rien. Après ça, les côtés, là il voit, là, il va voir. Et au-dessus de lui, tout au-dessus de lui, jusqu'en avant, il voit presque partout. Donc, gardez ça là-dedans, ça devrait bien aller. Oui, effectivement. Excuse, Luc Hervé, on tire déjà à notre fin de chronique. Pour moi, on va revenir à un moment donné, mais là, la semaine prochaine, je pense que tu veux aborder un autre sujet, hein? Ouais, ça fait plusieurs chroniques de saumon qu'on fait. Il me reste que faire lorsque le saumon mord, que faire au niveau pour l'attraper, pour le netter ou pour la remise à l'eau aussi. Je vais en parler, mais là, le bar rayé qui ouvre et le bar rayé, ça tombe dans mes cordes, ça tombe dans mes compétences. C'est vraiment une pêche que j'aime et j'ai développé quelques petits trucs aussi que j'ai envie de vous parler. 15 juin, ouverture du bar rayé. La semaine prochaine, on parle de bar rayé et on va avoir du fun. Oui, absolument. Puis ça, on s'aperçoit pas que Luc Hervé est maniaque, hein. On peut pas dire que Luc est un passionné. C'est plus que passionné. Écoute, Luc, effectivement. Ouais, puis... Apparemment que ça soigne. Ouais, mais non, il faut pas que ça se soigne. Il faut que ça reste comme ça. Hey, écoute, Luc Hervé, si on veut te rejoindre pour avoir de l'information, plus d'informations, sur le saumon, ou on veut parler bar rayé, parce qu'on sait, sur le bord de la baie des Chaleurs, c'est un engouement, là, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus, une pêche, je devrais dire, qui devient de plus en plus populaire. Donc, si on veut te rejoindre, on le fait de quelle façon? Luc Hervé Blouin par Facebook. Il y a encore des gens qui m'ont écrit cette semaine. Bien content. J'ose de pêche, je parle de pêche, puis on s'amuse. Oui, absolument. Écoute, Luc Hervé, tu passes une excellente semaine. Et puis, ne manquez pas, la semaine prochaine, on parle bar rayé avec Luc Hervé Blouin, passionné de pêche à la mouche. Salut Luc Hervé, tu passes une bonne semaine. Yes, bonne semaine à vous tous. Le vlog Simplement plein air vous est présenté par... Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300.
le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Et nous sommes de retour en studio. Cette fois, on discute avec Mme Véronique Lévesque, mère nature, comme on se plaît à l'appeler, de la maison Buckhunter. Salut Véronique. Bonjour Guy. Hey, ça fait une couple de semaines qu'on discute ours. On a vu les photos passer sur Facebook. On a vu passer beaucoup de photos. Mais tu as eu une petite surprise, hein? Oui, ben nous autres, on est allés visiter notre site. Ben on est allés remettre des produits parce qu'on part en fin de semaine chasser. Fait qu'en fin de semaine passée, on est allés remettre des produits à nos sites à ours. Puis on a eu vraiment une surprise qu'on n'aurait jamais pensé qui était arrivée. Comme j'avais déjà parlé dans une autre émission, nous autres, on essaye d'éviter le plus possible là, les barils et ces choses-là parce que dans des vidéos, c'est pas super beau. Donc, on s'était procuré un gros bac, je te dirais, en bois qui était fait de compagnie, donc qui était très solide. Mais pour être sûr que ce soit vraiment solide, parce que la compagnie transportait des choses quand même assez pesantes là-dedans, il était rattaché par des tiges de fer qui étaient soudées ensemble. Donc, je vous dirais que c'était pratiquement indestructible, là. Fait que nous autres, ce qu'on faisait, c'est que on mettait les appâts en dessous de ça. Il y avait quelques trous que les ours pouvaient se passer les bras pour pouvoir aller chercher la nourriture, pour pouvoir aller manger aussi là ce qu'il y a dans notre chaudière Buckhunter, là, notre chaudière de 5 gallons. C'est vraiment ça a vraiment la texture d'un crémage, si on veut, qui est aromatisé à l'anis. Donc, nous autres, ce qu'on fait, c'est que on va l'appliquer de plusieurs façons. On va soit le verser directement sur les appâts. Je vous dirais que quand il fait chaud, ça se verse bien, mais sinon, ça reste comme dans un bloc, si on veut. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre une autre chaudière. Qu'est-ce qu'on a fait aussi avec cette bête-là? Puis, celle-là qu'on avait pris, on avait mis, excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est un washer qu'on a mis bord en bord de la chaudière, chaîné avec une chaîne, qui était toutes pris ensemble, puis on l'avait attaché après cette grosse boîte de bois-là. Donc, vous imaginez que c'était vraiment fait pour l'ours. C'était comme assez solide, merci, là. Puis, quand on est arrivé en fin de semaine, écoute, vous allez le voir sur les photos, sur les images, il n'y avait plus de bac de bois, il n'y avait plus de bête, il n'y avait plus de chaudière, il n'y avait plus rien. En 2 semaines, les ours avaient saccagé, là, mais saccagé comme j'avais jamais vu, là. Le site, là, était méconnaissable. Ouais, c'est ça qu'on voit présentement sur les photos, là. Mais comme tu le dis, tu sais, c'était fait solide, mais les ours sont tellement forts. Tu sais, puis c'est à force de persévérance, là, parce que j'ai déjà vu un ours noir, là, pas un grizzly, là, mais un ours noir, là, ramasser une cuisse d'orignal, là, et puis s'en allait, puis c'était pas le plus gros des ours noirs, là, et puis s'en allait avec ça comme si de rien n'était, là. Ouais, c'est vraiment là qu'on s'aperçoit de la force d'un ours, c'est incroyable. Sauf que, tu sais, il faut se dire une chose, celui-là qui a brisé ça, il pèse pas 130 livres, là. Non, je penserais pas. Je penserais pas. Il y a des chances qu'il pèse pas 130 livres, là. Fait que je pense que vendredi soir, là, on va savoir pas mal à quelle bête qu'on va aller, là. Ouais, non, c'est ça. As-tu bêté pas mal là-bas ou c'est juste le seul endroit que vous avez fait? Ben, nous autres, on a trois sites, là, où c'est qu'on fait nos chasses. Uh-huh. Habituellement, je dirais que ça se fait quand même assez rapidement, là, parce que où ce qu'on est, c'est quand même une bonne place. L'autre site où c'est qu'on a été quand même surpris, là, c'était vraiment un test, puis on n'avait pas grand-chose, fait que on s'attendait pas vraiment à faire de vidéo là non plus. Donc, on avait pris un 45 gallons pour cette place-là, pour un peu, tu sais, j'aime ça, tester un peu avant de trop mettre d'efforts sur un site. Donc, on avait pris un drum, puis on avait mis un petit peu de nourriture dedans.
Puis, comme vous savez, un drum de 45 gallons, c'est pas traînable. S'il n'y a pas de trou dedans ou s'il n'y a pas de poignée ou peu importe, ça se traîne pas. Vous essayerez de traîner un 45 gallons, voire fermé, sans trou, sans rien, ça se fait quasiment pas, tu sais. Fait que on l'avait installé à un autre site qui était nouveau, qu'on voulait voir qu'est-ce que ça donnait. Puis imaginez-vous donc que l'ours, on a vu des traces, des griffes de chaque côté du 45 gallons. Puis la bouche, les dents qui étaient à côté, au milieu du 45 gallons. Il l'avait ramassé avec ses pattes chaque bord, puis avec sa gueule, puis il l'avait traîné dans le bois. Ouh là là, ouais, ça, c'est ça, hein, c'est assez, comment je te dirais ça, c'est imprévisible, hein. Le travail qu'ils font, c'est oui, non, on se doute pas de la force qu'un ourson, hein, parce que on dit qu'un grizzly va, tu sais, à certaines distances, va nous attaquer, mais aussitôt là, qu'il va savoir, non, c'est pas de l'animal, rien. Oui, il va nous maganer, il peut même nous tuer, mais il va le laisser là. Tandis que l'ours noir, s'il attaque, dites-vous une chose, parce que le grizzly, on nous dit, bon, mais tu te couches, tu te préserves le derrière du cou, là, la tête, là, puis tu te couches là, puis that's it, là, tu restes là. Tandis qu'avec l'ours noir, on préconise de se défendre. Parce que l'ours noir va tuer. Je serais curieuse de te voir coucher à terre, moi, en train de te protéger la nuque en avant d'un grizzly. Ouais, non, moi, je voudrais pas le faire, là. Remarque, là, j'en ai vu de près aussi, là, puis j'aimerais pas faire ça naturellement. Mais comme je te dis, ça serait tu sais, le moyen de défense numéro 1, pas à courir, hein. Parce que même si t'es marathonien, là, moi, tu te dis de quoi, oublie ça, là. Tu vas te faire rattraper assez vite. Mais le grizzly, une fois que t'es à terre, c'est sûr qu'il va te brasser, là. Ça, c'est certain. Mais qu'il voit qu'il y a de quoi qui marche pas, la senteur est pas... Il va te lâcher. Je te dis pas que tu seras pas magané, par exemple, là. Peut-être même qu'il va te tuer, mais par tes blessures, mais il te dévorera pas. Tandis que l'ours noir, apparemment que oui. On n'entend pas parler naturellement, de mot à du chance, mais quand un ours noir attaque, il faut qu'on se défende. Il faut pas faire le mort, autrement dit. Nous autres, où c'est qu'on est, il est arrivé un accident il y a quelques années, exactement où c'est qu'on est. C'était une femme, je sais pas, vous en avez sûrement entendu parler, la femme était avec son mari qui faisait du déboisement pour le groupement forestier. Puis la femme était assise sur une roche en train de lire un livre. Son mari, il faisait des broussailles, là, tu sais, puis zing, 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 tu sais, le bruit de ça. Puis l'ours est arrivé en arrière de la femme, puis il l'a attaqué. Écoute, ça a été quelques minutes, 1 ou 2 minutes peut-être, le temps que le mari entende sa femme crier. Mais l'ours avait déjà commencé à sortir les tripes de la femme, là. Wesh. Ah ouais. Quand le mari est arrivé puis qu'il a fait peur à l'ours, il a remis les tripes dans sa femme pour aller à l'hôpital. Oh my God. OK. Elle était pas morte. Ah non, puis elle a survécu ça? Non, il a fait un accident un peu plus bas puis elle est morte dans ses bras. Oh là là. Ouais, c'est pas drôle, ça. Puis, c'est ça qui arrive, hein, c'est que bien souvent, on sous-estime. On voit là, des gens qui vont arrêter sur le bord de la route et puis il va y avoir un ours noir là, en train de manger ou quoi. C'est même arrivé dernièrement ici à Rouyn-Noranda. Merci, il n'y a pas eu d'accident, là. Mais les gens sont téméraires. Les gens arrêtés, débarquent de leur véhicule. Ils gardent même pas un endroit sécuritaire entre l'ours et eux. Ils traversent au bord de la rue puis ils vont à quelques pieds de l'ours. Je peux vous dire que c'est prendre des chances énormes. Et même les médias, à ce moment-là, eux, s'en ont mêlé aussi puis ils sont approchés. On est chanceux qu'il n'y ait pas plus d'accidents que ça, je dirais, là, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Puis quand vous rentrez dans la zone de l'ours, attendez-vous d'une chose, il reculera pas. S'il est là, puis il vous regarde, puis il commence à clapper des babines, là, moi, je vous dirais de reculer tranquillement et de vous effacer de là. C'est parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Un ours, c'est imprévisible et c'est très, très, très vite, malgré qu'on peut... Oui, madame, oui.
Oui, puis qu'est-ce qu'un ours va faire aussi, c'est qu'il va partir et puis il va tu sais, comme stomper, là, c'est un anglicisme, là, mais il va mettre ses deux pattes à terre, là, pour te dire, hey, OK, ça fait, là, sors de là. T'es dans ma zone de confort, va-t'en de là. Si vous persistez, puis là, vous l'entendez clapper des babines, là, oubliez ça, c'est fini, l'attaque est imminente, et puis moi, je vous dirais que bonne chance. Si vous n'avez pas d'armes, si vous n'avez pas rien, là, ça va être fatal, c'est sûr. Faut pas provoquer faut pas provoquer ces animaux-là que, dans le fond, eux autres, tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir la paix. C'est ça. Exact. Et puis une mère avec les petits, c'est la même chose. On voit là une vidéo circuler présentement où il y a quelqu'un qui nourrit les ours avec une bouteille. Écoutez, je veux pas aller trop loin avec ça parce que finalement, je trouve que c'est pas correct là parce que les ours vont dépendre de cette personne-là. Puis quand cette personne-là sera pas là, ben il va arriver quoi là? Elle va être habituée aux humains, ils vont aller défoncer les maisons, ils vont aller défoncer. C'est là que ça devient dangereux. Tu sais, c'est cute là sur une vidéo là, mais c'est des animaux sauvages. On l'a vu avec l'homme qui vivait avec les loups en Alaska. Il a monté avec sa blonde, ça fait des années qu'il vivait, il passait tous ses étés là-bas. Il a fini dans des excréments de loups aussi, hein. Parce que finalement, ils l'ont dévoré. Ouais, ils ont dévoré lui et sa blonde. Les seules choses qui ont été retrouvées, c'est dans les excréments. Bon, il y avait ils ont vu là, qu'il y avait des morceaux d'humains, là, des os et puis tout ça. Fait que ils en ont conclu que les deux ont passé justement un mauvais quart d'heure avec les loups. C'est des animaux sauvages. Il faut les respecter. Ils ont une hiérarchie que nous autres, on connaît pas. Exact. Puis, tu sais, ils ont une façon de voir les choses que nous autres, on connaît pas. Puis, moi, j'en avais des petits ours dans le temps où je travaillais avant. C'était moi qui s'occupais d'eux autres. Puis, je me souviens, on avait eu 2 petits bébés ours que les gardes-chasse nous avaient emmenés parce que la mère, elle s'était fait tuer. Puis, écoute, ils étaient jeunes, c'était des bébés de l'année, là. Puis, ils étaient vraiment très, très jeunes. C'était vraiment de bonheur le printemps. Puis, ils ont fini par me mordre. Oh, et ça redevient sauvage, hein? C'est ça. T'sais, ils ont fini par me mordre, puis je peux vous dire une chose, même si c'était pas gros, ça mord en ici, là. Oui, absolument. Hey, Véronique, on est déjà rendu à la fin de la chronique. Ça va trop vite. Hey, écoute, si on veut te rejoindre, si on veut avoir des informations sur les produits de Buck Hunter, on le fait de quelle façon? Ben, vous pouvez venir nous voir sur notre page Facebook Buck Hunter ou sur notre site internet www.buck-hunter.ca. C'est là que vous allez voir toutes les informations, les catalogues, les listes, où vous procurez des produits. Vous allez vraiment pouvoir avoir un compte rendu de tout ce qui est par rapport à la compagnie. Oui, écoute, Véronique, tu passes une excellente semaine et nous, ben naturellement, on se retrouve même heure, même poste la semaine prochaine. Ben merci. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault-Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université.
pour transporter votre arme de façon sécuritaire librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la courroie Elite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, ProNature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec M. Serge-Alexandre Demers-Giroux. Et ben oui, vous vous en doutez, on va parler escalade. Voici Serge. Salut Serge. Salut Guy, ça va super bien, merci. Et oui, on a parlé la semaine dernière de la moulinette, la transition vers la moulinette. Puis cette semaine, écoute, on va faire la suite de ça, qui est la transition vers l'escalade sportive, du gym vers l'extérieur. Bien sûr, il y a du monde qui vont faire un certain temps à l'intérieur, qui vont même aller jusqu'à faire de l'escalade sportive parce que certains gyms le permettent ou ont les installations pour, à vrai dire. Puis, ils vont faire quelques années même, là, puis ils vont acquérir une certaine expérience. Il y a un certain danger à penser qu'on peut transitionner directement d'un gym intérieur vers à la pratique de l'escalade sur rocher extérieur directement, même si on fait de l'escalade sportive. Parce que le gym est encore une fois, je le répète, un milieu contrôlé où les risques d'accident sont minimisés au plus minimum possible. Et le milieu est on pourrait préparer puis adéquat pour je dirais, accueillir les novices autant que les expérimentés. Il y a une chose que j'ai oublié de parler la semaine dernière, Guy, qui est encore quand même assez importante, autant pour la moulette que pour l'escalade sportive, c'est l'accès. Donc, quand on arrive, on va prendre je te dirais, on va prendre ça par étapes. Aujourd'hui, on va parler du moment où on arrive à la paroi jusqu'au moment où on redescend de la paroi et on revient à l'auto. Donc, quand on arrive à la paroi, on parque notre char, c'est bon, on arrive, il y a un stationnement pour ça. Donc, on arrive sur les lieux d'une paroi qui a été aménagée par les bénévoles de la place, par les ouvriers-récupères. Donc, on parle d'accès. L'accès, ça a été comme durement gagné par ces gens-là. Donc, il faut avoir une certaine pensée. Parce qu'en milieu de gym, on peut comme crier ou se donner autant qu'on veut sur une voie en forçant, puis en criant, puis en se mettant dedans à 100%. La seule différence qu'il y a à l'extérieur, c'est que là, il y a des gens alentour. Il peut y avoir même des propriétés privées qui sont alentour, des gens qui habitent là. Puis, si on fait trop de bruit ou on laisse les endroits, je te dirais, sales ou on met des déchets qu'on rapporte pas ou on jette nos mégots de cigarettes, par exemple, des choses comme ça. Puis, ça salit les lieux, ça rend les lieux, ça dégrade les lieux. On laisse une trace de notre passage. Souvent, on peut avoir des plaintes par rapport à ça. Puis, on peut aller jusqu'à perdre des accès. Donc, perdre des accès, là, c'est plus que des centaines, des milliers de dollars, dans le fond, qui vont se perdre en équipement de voies, en matériel d'équipement pour les voies. Puis, toute la communauté en souffre de ça. Donc, il faut toujours avoir une pensée un peu pour ces accès-là. Puis, essayer de dire, écoute, là, j'en profite aujourd'hui, mais j'aimerais ça que la plus large population, communauté de grimpeurs puisse en profiter. Donc, j'essaie de garder ça un peu, je dirais, underground, puis passer un peu plus inaperçu. Donc, la première chose qu'on va faire pour accéder à la paroi, c'est bien sûr marcher jusqu'à la paroi. Hein, donc, on appelle ça l'approche. Puis, à l'extérieur, c'est important de l'avoir un peu en tête parce que l'approche, tout dépendant de sa durée, de son dénivelé, puis de sa technicalité, je te dirais, on peut être en milieu alpin, par exemple, dans les ouest canadiens ou dans l'ouest des États-Unis. Donc, ça va impliquer d'autres choses, ça. Donc, on s'expose à différentes choses quand on fait 2h30 d'approche ou qu'on en fait 10 minutes. Donc, à 10 minutes de notre auto, s'il arrive de quoi, une situation d'urgence, on est vite revenu, on peut aller chercher de l'aide assez rapidement. À 2h30, on est laissé à soi-même. Puis, il faut prendre en considération l'ensemble de sa journée avant de se lancer, puis se dire, écoute, est-ce que j'ai l'expérience? Puis, s'il arrive de quoi, est-ce que je suis capable de me sortir de là? C'est l'une des premières choses à vérifier, ça, quand on va faire l'escalade extérieure, surtout en escalade sportive, parce que là, on s'expose à des plus grosses chutes, on peut s'exposer à un terrain d'aventure, donc ça devient de quoi assez important à considérer. Ensuite de ça, il y a l'état des lieux. Quand on arrive sur le côté de la paroi,
il faudrait faire une certaine inspection de l'ensemble ou de la voie, toujours bien le minimum, de la voie qu'on s'en va grimper ou des voies qu'on veut grimper. Parce que, par exemple, en fin de semaine, il y a eu des grands vents dans notre région de la Nodière et au Tranchant, qui est un site vraiment achalandé, des centaines de personnes passent là par semaine, il y a eu des arbres qui ont été couchés par le vent, des roches qui ont été décrochées par le déracinement des arbres sur des voies populaires. Donc, les gens qui sont habitués d'aller là en se posant pas de questions et en portant pas de casque, ben ils peuvent s'exposer là, à des dangers assez sérieux là, en allant là, sans faire l'état des lieux, sans faire le constat de l'état des lieux. Puis donc, si ton plan c'était de grimper en dessous des arbres qui ont été couchés, puis en dessous du terrain qui a été justement déstabilisé par ces arbres-là, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait peut-être que tu changes de place ou tu changes au moins ton plan de la journée avant, ou que tu puisses te donner d'une manière bénévole puis aller régler le problème. S'il n'y a pas d'autres gens alentour, tu peux aller essayer de arranger les arbres, couper les arbres qui sont justement cassés ou au-dessus de la voie qui sont dangereux, et aussi enlever les roches lousses ou toujours bien faire une inspection directement là, sur les roches qui semblent un peu plus lousses que d'habitude. Deuxième chose à regarder, mais prochaine étape dans notre suite des choses quand on va grimper à l'extérieur en escalade sportive, c'est bien sûr le départ du grimpeur. À l'intérieur, quand on part d'un tapis, puis d'un matelas dans le fond rembourré, c'est plat, c'est de niveau, le béton a été fait sûrement flatté au laser. À l'extérieur, il va y avoir des pierres, des souches, de la bébite, écoute, des herbes, des branches. Les roches, ça peut partir d'une manière un peu plus funky que ce que tu es habitué de faire dans un gym. Donc, il faut vraiment que tu portes une attention particulière au départ du grimpeur. Puis, il faut que tu te demandes aussi, à l'intérieur, là, on apprend à parer le grimpeur jusqu'à sa première protection, à sa première botte. Donc, le grimpeur va grimper, puis l'assureur, lui, va le parer, il va essayer de se mettre en arrière de lui. S'il chute, il va essayer de le faire tomber sur ses pieds. Mais à l'extérieur, il faut comme y penser un peu à 2 fois avant de commencer à faire ça, parce que si tu es sur un palier, par exemple, puis il y a une chute considérable en arrière de toi en tant qu'assureur, si ton grimpeur te tombe dessus, puis vous êtes 2 à vous casser les jambes, c'est vraiment 2 fois pire qu'être juste un à se casser les jambes. Donc, peut-être que le parage est à considérer ou au moins à y penser d'une façon logique quand on y va, quand on est à l'extérieur. Donc, est-ce que ça, c'est à se considérer, ça c'est sûr et certain. Puis, ensuite de ça, il y a, quand le grimpeur arrive à sa première protection, l'état des protections. Dans le fond, les bottes. Qu'est-ce qu'il y a comme équipement là en place? Écoute, est-ce que les bottes sont rouillées, sont lousses? On a parlé souvent, tu sais, ça, c'est des choses qui sont pas nécessairement contrôlées autant qu'en dedans. À vrai dire, il y a des endroits que c'est pas contrôlé, pas en tout. Donc, il faut porter une certaine attention à ces ancrages-là quand on est un grimpeur, savoir est-ce que je vais mettre ma vie en jeu ou est-ce que je fais assez confiance à cet équipement-là pour mettre ma vie là-dessus. C'est la question à se poser quand on progresse. La distance entre les ancrages aussi. Si on s'en va, si on arrive d'un gym, on est habitué d'avoir le gros max une longueur de corps entre 2 protections, puis il y a des protections assez serrées sur les voies. Mais là, à l'extérieur, ça peut avoir été équipé d'une manière en ground up qu'on appelle, donc les gens grimpent d'en bas jusqu'en haut, ils mettent des ancrages quand que ça adonne, sans trop de réflexion. Puis il y a des voies d'aventure qui sont équipées comme ça, beaucoup de voies d'aventure qui sont équipées comme ça. Puis si on n'était pas prêt mentalement à s'exposer autant, donc c'est peut-être une bonne idée de dégrimper, mais ça, c'est des choses qui arrivent à l'extérieur, donc auxquelles il faut se préparer, auxquelles il faut se renseigner d'avance, savoir c'est quoi l'éthique de l'équipement des lieux, c'est quoi les voies qui sont équipées en aventure, c'est quoi les voies qui sont équipées d'une manière plus rapprochée. Puis à l'extérieur, souvent les voies faciles vont être les voies les plus dangereuses parce qu'ils vont être sur un terrain qui va être incliné. Il ne sera pas vertical ni déversant. Donc, quand on va chuter sur une pente au lieu de chuter dans le vide. Ça peut être assez douloureux sur les jarrets, comme on dit. Donc, c'est à considérer aussi. Il faut être à l'aise dans la cote dans laquelle on s'aventure ou dans laquelle on veut grimper. Ensuite, il y a tout le côté, là, si on parle de chute, justement, tout le côté d'assurage qui est à considérer. Souvent, on dit en gym à l'intérieur de faire un assurage dynamique. Ok, c'est bon, on veut assurer pour pas que le grimpeur ait un choc ou un impact dans son harnais. Donc, on va suivre le mouvement de la corde, puis avaler, je te dirais pas avaler, mais essayer de dynamiser cette chute-là pour essayer que tout se fasse d'une façon très smooth. Puis à l'extérieur, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a certaines parties, comme on vient de dire, dans des voies plus faciles, qui sont sur une pente ou qui vont avoir des ledges, des paliers. On va pouvoir faire une chute sur ces paliers-là ou des chutes qui sont plus dangereuses qu'en gym. Donc là, c'est à l'assureur
l'assurage là, devient vraiment aussi important que la grimpe pratiquement à l'extérieur parce que notre assureur, lui, va déterminer combien de cordes il va donner à son grimpeur, comment il va dynamiser la chute, puis comment il va gérer l'ensemble de la grimpe en fonction de ce que son grimpeur ne se blesse jamais, ou le blesse, en tout cas, se blesse pas au courant de la journée. Donc, c'est à lui de gager toute cette gestion de corde-là, cette gestion de chute-là. Le grimpeur, lui, devrait grimper. C'est sûr qu'il veut aussi être en pleine conscience des choses qui se passent, mais l'assureur, c'est son rôle à lui, dans le fond, de s'assurer que son grimpeur se blesse pas. Ensuite de ça, c'est sûr et certain, quand on arrive en haut, il y a toute la question de relais. Hein? Dans la moulinette, on avait dit qu'il fallait approcher fallait approcher le côté de la paroi, faire un relais et mettre nos mousquetons en place, faire un relais équilibré. Toutes ces notions-là sont jamais vues à l'intérieur d'un gym parce que souvent les cordes, on peut même les louer là, on apporte notre corde, les dégaines sont en place, les plaquettes sont en place, on arrive en haut, on clippe un relais qui est déjà en place. Donc, c'est des choses auxquelles on s'attarde pas vraiment quand on est à l'intérieur, en gym, mais quand on va à l'extérieur, c'est toutes nous autres qui s'occupent de cette portion-là. Donc, c'est important de savoir faire ça, de savoir bien les faire, les relais, dans le fond, puis savoir comment les utiliser dans différentes situations. Ça sera pas partout que ça va être équipé de la même façon, les relais en haut, ou les ancrages pour mettre les relais. Donc, il faut savoir comment s'adapter aux différentes situations, comment équilibrer les relais, quoi faire si jamais il n'y a pas de relais, pas de plaquette à relais, comment sortir de la paroi, à vrai dire, si on top, si on va en haut, comment sortir de notre voie, ou comment redescendre au sol. Le rappel, les gens l'ont pas plus vu s'ils font du sport à l'intérieur depuis 5 ans. Donc, c'est des choses à connaître. Comment s'auto-assurer une fois arrivé au relais, comment cleaner une voie, donc ces choses-là qu'on n'a jamais fait à l'intérieur. Cleaner une voie, c'est redescendre puis enlever tout l'équipement qu'on a mis au fur et à mesure qu'on monte. Et il y a aussi, en parlant de l'équipement qu'on a mis, comment mettre l'équipement, comment bien gérer cet équipement-là, comment l'installer, qu'est-ce qui est un équipement bien posé versus non pas bien posé. Donc, il y a toute je te dirais, une gamme de connaissances à avoir avant de se lancer à l'extérieur, surtout si on a plusieurs années d'expérience à l'intérieur, qu'on fait l'escalade sportive intérieure. On peut penser qu'on a une certaine la base qu'il faut, mais en même temps, tous les détails qui viennent se greffer à ça font en sorte que si on en manque un, on s'expose à des risques de blessures ou même à des situations d'urgence qui peuvent virer au vinaigre assez rapidement. Donc, c'est important d'avoir cette base de connaissances-là avant de se lancer à l'extérieur. C'est bien d'aller aussi avec des gens plus expérimentés que soi, qui vont nous donner des trucs, qui vont nous donner des astuces, ils vont nous corriger ou ils vont nous aider justement à apprendre les choses qu'on a besoin, le bagage qu'on a besoin pour en arriver à évoluer en toute sécurité. Donc, sur ça, Guy, c'est pas mal tout ce qu'il y a à savoir pas tout, je te dirais, il y a encore plein de choses à savoir, mais c'est la base et le survol de ce qu'il y a à savoir pour pouvoir transitionner vers l'extérieur d'une manière sécuritaire. Sur ça, écoute, j'invite les gens à venir lire les différents articles qu'il y a sur mon blog adavoir.ca pour en apprendre un peu plus, ou encore, la meilleure façon de me joindre, c'est sur Facebook, à Serge-Alexandre Demers-Giroux. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser ou d'égayer, je te dirais, la journée des gens avec les photos, les diverses photos qui expliquent un peu toutes ces étapes-là ou tous ces détails-là par les différentes aventures lesquelles on fait, nous autres, les fins de semaine et le temps qu'on a de libre. Donc, bonne journée, Guy. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter Simplement Plein Air le samedi sur les ondes de CHUN-FM 98.3 ou via notre web au www.chunfm.ca. De plus, vous pouvez toujours nous syntoniser à simplementpleinair-simplyoutdoors.ca chaque dimanche dès 18h. Au plaisir de vous retrouver et bonne semaine.